Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui de la sélection des remplaçants du All-Star Game, de la suspension de Paul George et des dernières rumeurs de transfert, notamment concernant James Harden. Pour m'accompagner, c'est Charles que j'accueille sans tarder. Bonjour Charlie. Salut Josh, salut à tous. Charlie, heureusement qu'on a décalé nos épisodes de podcast, dis-moi. Bah oui, on aurait raté un nouvel épisode de la saga James Harden, ça aurait été dommage quand même. Tu sais ce qui me fait rire, c'est qu'il y a quelques épisodes de ça, on parlait justement des Clippers. Il me semble avoir dit dans cet épisode, tiens, c'est marrant, James Harden, depuis qu'il est aux Clippers, il fait pas de scandale, il fait pas parler de lui dans les histoires de j'ai envie d'être transféré, mettez-moi ailleurs, si ça. Enfin, il se plaignait pas. Et boum badaboum, quoi. Ouais, alors, on en reparlera, mais moi je trouve quand même que là, ça se comprend un peu plus qu'à d'autres moments dans sa carrière. C'est sûr et certain. Mais c'est assez amusant. Oui, donc, heureusement qu'on fait ce numéro dans la journée du mardi, et donc qui va être accessible ce mardi soir dans la foulée. Je rappelle également, j'en profite, pour rappeler que le prochain numéro, ça sera pas vendredi matin, mais vendredi également dans la soirée, une fois qu'on aura enregistré l'épisode, je sais pas à quel moment, mais voilà, ça sera plus tard, puisque c'est à ce moment-là qu'on pourra discuter de ce qui sera éventuellement passé d'ici la date limite des transferts, qui sera dans la nuit de jeudi à vendredi. Donc le temps pour nous d'analyser un petit peu, de regarder un petit peu ce qui s'est dit et de construire notre propre opinion sur les transferts. Donc vendredi en soirée également. On va parler pour commencer du All-Star Game. Les remplaçants ont été annoncés sans véritable surprise, même s'il y a forcément des fans qui sont toujours très mécontents concernant certains choix. Hein. Il y a toute la clique « Ouais, vous avez manqué de respect à tel ou tel joueur ». On va en discuter. Dans les remplaçants de la conférence Ouest, il y a Denis Avdia, Devin Booker, Kevin Durant, Anthony Edwards, Chet Holmgren, LeBron James et Jamal Murray. À l'Est, on a Scotty Barnes, Jalen Duren, Jalen Johnson, Donovan Mitchell, Norman Powell, Pascal Siakam et Karl Anthony Towns. À l'Est, mes premières impressions aura été probablement de potentiellement préférer Michael Porter Jr. à Norman Powell, malgré tout l'amour que j'ai pour ce joueur. Déjà la saison dernière, on en avait déjà parlé, toi et moi, du rôle qu'il avait eu dans le fait de porter cette équipe des Clippers en l'absence de Kawhi Leonard avec James Harden. Mais là, je trouve que Michael Porter Jr. signe vraiment une saison exceptionnelle avec un vrai impact sur les résultats de cette équipe des Nets, en fonction de sa présence ou non sur le parquet. Et je trouve que sa saison est un peu plus remarquable que celle de Norman Powell. Ouais, mais Miami a gagné deux fois plus de matchs que... Oui, mais bon, quand tu vois la présence, justement, c'est ça qui est aujourd'hui un peu... un peu troublant, c'est que tu as la présence de joueurs dont les records d'équipe sont vraiment parfois dans les abysses. Je parle de Pascal Siakam notamment. Donc au final, c'est manifestement pas forcément un critère qui a été retenu au premier abord, quoi. Ouais, je suis d'accord, effectivement. C'est mon sentiment sur Michael Porter Jr. Quitte à choisir également une saison décevante plus qu'une autre, j'aurais eu une préférence pour Evan Mobley à la place de Karl Anthony Towns. Je dis pas que Towns est un joueur hyper talentueux, mais cette saison, il est vraiment un cran en dessous de ce qu'on attendait. Les Knicks sont souvent même meilleurs avec lui sur le banc que sur le parquet. Après, il n'y a aucun scandale qui y soit, très sincèrement. Hein. Mais Mobley, pour moi, aurait eu mon vote. Est-ce que tu veux réagir sur cette conférence Est pour commencer ? Déjà, moi, j'avoue que je suis très content pour Norman Powell. Je trouve que ça récompense une superbe progression au fil des années. Et Spoelstra lui a rendu hommage en insistant là-dessus, tu vois, sur cette progression constante, sur le fait que tout le monde devrait s'inspirer de ça et qu'un joueur doit continuer à progresser tout au long de sa carrière. Donc voilà, franchement, je suis content pour le symbole, pour ce que ça représente. C'est un peu terrible de voir qu'il sera All-Star dans la salle des Clippers pendant que eux, on en parlera sur la conférence Ouest, mais ne seront pas représentés. Effectivement, le nom qui a le plus fait réagir de ce que j'ai vu, c'est celui de Pascal Siakam. Moi, en termes de production, de stats, ça me choque pas qu'il soit All-Star. Après, effectivement, quand tu vois le bilan des Pacers, c'est un peu difficile de comprendre la logique. Porter Jr., tu l'as dit, fait une superbe saison, il aurait pu être récompensé. D'autres estiment qu'on aurait pu avoir un deuxième joueur de Toronto, Brandon Ingram est souvent cité.
Qu'est-ce que j'ai vu d'autre comme nom? Évidemment, Joel Embiid. Le nom de Joel Embiid est aussi pas mal cité. Alors, et autant il est revenu d'une manière incroyable, bien mieux que tout ce que j'aurais pu imaginer, et ça me fait vraiment très plaisir de le voir comme ça. Autant il a quand même eu un début de saison vraiment compliqué, et bon, symboliquement ça aurait été sympa parce que le voir tel qu'il est actuellement, c'est un vrai plaisir, mais ça me choque pas particulièrement, donc il y soit pas. Bon voilà, hein, écoute, moi je trouve que c'est juste la présence de Siakam en fait qui interpelle un peu à l'est. Mobley plutôt que Towns. En fait, le problème c'est que les Knicks sont, j'allais dire, les Knicks sont tellement mieux que les Cavs. En fait, c'est pas vrai. Il y a tellement peu d'écart entre les deux que c'est trop compliqué de dire ça. Mais bon, voilà, je suis pas choqué. Je suis pas choqué. Ouais. Et en tant que grand admirateur des Pacers, moi, je comprends que la présence de Pascal Siakam fasse réagir. Moi, je suis pas mécontent qu'il y soit. Ouais, tout à fait, ouais, je suis d'accord avec toi. Pour Norman Powell, j'ai l'impression qu'il y a souvent aussi, enfin, je sais pas si tu as cette sensation-là, mais pour les sélections All-Star, il m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie de fan d'avoir l'impression que parfois il y a des joueurs qui sont récompensés à rebours Ouais, c'est ça. Juste symboliquement, ouais, je suis de leur d'accord. production et de ce qu'ils ont fait. Après, c'est plus facile, je pense, d'être sélectionné dans une conférence Est que l'an dernier dans la conférence Ouest, où ça se bouscule véritablement. Tu m'étonnes. C'est beaucoup plus compliqué d'entrer dans cette conversation-là. Là, il y avait l'opportunité, il y avait l'occasion de le faire rentrer. Et je pense qu'ils ont saisi cette opportunité-là. Comme tu l'as dit, ça fait 2 ans maintenant que Norman Powell, il est quand même... Enfin, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui pensaient que Norman Powell allait devenir ce joueur-là. Et déjà, l'an dernier au Clippers, c'était excessivement fort Ouais, c'est ce ça. qu'il Ça fait 2 ans proposait qu'il sur le joue comme terrain. All-Star. Ouais, ouais. Exactement, ouais. Et je pense que c'est... Enfin, voilà, encore une fois, moi je dis, il n'y a pas de scandale à proprement parler de le voir nommé dans cette équipe, en tant que remplaçant du All-Star Game à l'Est. Voilà, Michael Porter Jr., ça reste quand même un joueur que je souhaitais citer parce qu'il a montré une vraie progression, parce que c'est aussi un joueur dont on parle énormément depuis le début de la saison, à juste titre, parce qu'on voit bien qu'il a passé un palier dans sa création, il a déployé ses ailes également offensivement, alors que c'était déjà un joueur extrêmement probant en attaque. Voilà, et je trouve que il aurait été nommé à la place de Powell. Bon, j'aurais pas trouvé ça scandaleux, ou la place de Siakam, tu vois, ça m'aurait pas scandalisé. Towns non plus, ça m'aurait pas scandalisé. Voilà. Ouais, non, je suis d'accord. Mais Pascal Siakam, je suis tout à fait de ton avis. Moi, je suis tout à fait client de Pascal Siakam. Il est absolument énorme, ce joueur. Et voilà, ça casse juste aujourd'hui la logique de dire quand tu es All-Star, c'est aussi une récompense des résultats de ton équipe et de l'impact que tu peux avoir sur les résultats de ton équipe. Et ben ça vient remettre ça un peu en question aujourd'hui. Et beaucoup de gens se sont jetés sur cet argument-là d'ailleurs. Ouais, mais d'ailleurs, c'est un peu ce que Carlyle a. En fait, tu vois, quand Carlyle a été interrogé sur le sujet, il a quand même beaucoup aussi parlé de son attitude. Tu vois, il a dit que c'était une récompense pour son attitude, pour son. Bah, justement, pour le fait que malgré la situation assez catastrophique des Pacers, qui aurait pu inciter beaucoup de joueurs à un peu lâcher ou du moins à en faire moins, bah, lui continue à essayer de faire le boulot le plus possible. Il a une attitude qui est assez irréprochable. Bon, je comprends l'argument, mais je suis d'accord avec toi, ça va un peu à rebours du narratif habituel des All-Stars. Complètement. Ouais. Dans la conférence Ouest, évidemment, c'est LeBron James qui cristallise beaucoup de frustration de certains fans. Et quitte à décevoir les gens qui s'attendaient à me voir porter la casquette du hater de LeBron, que je ne suis pas, mais qu'on me prête. LeBron, objectivement, à son âge, réalise une saison exceptionnelle. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Et très sincèrement, je pense que il n'y avait aucun doute. Enfin, en tout cas, moi, j'avais aucun doute sur le fait qu'il soit retenu pour participer au All-Star Game. C'est la 22e fois consécutive qu'il va y participer. C'est encore un record NBA qui à mettre à son actif. Il y a éminemment ce côté symbolique de sa présence que je saisis tout à fait. Et ça s'inscrit dans la logique historique de la Ligue, qu'il soit là. C'est arrivé avec Karim Abdul-Jabbar, c'est arrivé avec Larry Bird, c'est arrivé avec Michael Jordan, c'est arrivé avec Allen Iverson, c'est arrivé avec Kobe Bryant. Toutes ces stars incontournables ont été, à un moment ou un autre, invités à participer à l'événement, alors que tu pouvais décemment dire que c'était pas forcément sportivement, on va dire, mérité.
Donc, donc je crie pas du tout personnellement au scandale sur la présence de LeBron James. La NBA est ainsi faite que c'est absolument normal. Et quand tu vois sa production, notamment depuis ces dernières semaines, je veux dire, ils volent la place de personne, j'ai l'impression. Après, il y a l'absence de Kawhi Leonard, qui, elle, pour le coup, sportivement, est quand même excessivement difficile à justifier, même celle de James Harden, j'ai envie de dire. Euh, les Clippers jouent à domicile, c'est à l'Intuit Dome que ça va être organisé, donc ça va être assez bizarre de n'avoir aucun joueur des Clippers, et principalement Kawhi, qui statistiquement est vraiment au-dessus du lot, mais pas que de LeBron James, de beaucoup d'autres joueurs sélectionnés à l'Ouest. La quasi-totalité, j'ai envie de dire, des joueurs remplaçants nommés sur le banc des remplaçants de la conférence Ouest, Kawhi leur met une tête, quoi. Donc, je ne sais pas à quel point l'affaire Aspiration a pu jouer un rôle dans cette idée-là. Je pense qu'il va potentiellement être appelé Oui. en tant que pour combler les blessures, les absences. Mais c'est vrai que sur cette première sélection, ça reste bizarre. C'est rare de voir un joueur aussi fort ne pas être appelé dans une équipe All-Star. Bah, je pense que c'est effectivement le truc qui cristallise le plus les frustrations et les interrogations, notamment sur les réseaux sociaux. Moi, je vais être très honnête, je suis complètement d'accord, hein, Kawhi méritait d'être All-Star, Harden aussi aurait pu mériter. Maintenant, franchement, hein, moi je vois plein de gens être scandalisés, le prendre très sérieusement. Les gars, moi si j'étais fan des Clippers, je peux vous dire un truc, hein, c'est que la non-sélection de Kawhi, c'est la meilleure nouvelle de la semaine Tout pour à moi. fait. Kawhi, moins il joue, moins il risque de se blesser, foutez-le dans du coton, croisez les doigts pour qu'il soit en forme en playoff. C'est tout ce que je peux vous dire. Alors bon, j'aurais surtout dit ça avant les histoires sur Harden, sur lesquelles on va revenir après. Mais oui, oui, effectivement, beaucoup de gens, tout le monde en fait, estime que sportivement, Kawhi voire Harden aurait pu ou dû être préféré à LeBron James. Je comprends tout à fait ce point de vue, mais il faut pas se leurrer. On connaît la NBA, tant que LeBron jouera à un bon niveau, il sera All-Star pour le symbole, pour l'histoire, pour plein de raisons qui sont pas forcément sportives. Il faut accepter ce côté-là de la NBA. On sait que c'est une ligue de spectacle, on sait que c'est une ligue qui est très attachée à l'histoire, qui est très attachée à la symbolique. C'est comme ça. LeBron James, très probablement sera All-Star jusqu'à sa retraite, sauf si il nous fait un jour une saison à 4 points, un rebond, une passe, là on en reparlera, mais tant qu'il sera dans la ligue et qu'il aura une production décente, ce mec-là sera All-Star, c'est comme ça. Et c'est normal. Je veux dire, le All-Star Game, Oui, oui. c'est typiquement le but du All-Star Game, c'est typiquement fait pour ça, j'ai envie de Oui, mais dire. c'est ça, effectivement. Il En faut fait, arrêter de voir ça comme une espèce de gifle mis au travers du visage de certains joueurs. Enfin, pour les joueurs, à la limite, je veux bien croire, mais en quand fait, tu es pour les fan joueurs qui de... ont jamais été All-Star, être All-Star, ça change énormément de choses. Tout à fait. Pour Et des joueurs comme Kawhi ou James Harden, t'as des c'est ramifications anecdotique. contractuelles qui peuvent être Énorme. importantes. Ah ouais, bah oui, c'est énorme. Mais effectivement, comme tu le dis très bien, je pense que Kawhi Leonard, s'il peut avoir son week-end, je pense que c'est le dernier joueur qui se plaindra. Ouais, je pense aussi, Très ouais. honnêtement. Je veux dire. Après, effectivement, si tu regardes, si t'essayes d'avoir d'un point de vue honnête sur la production euh, qui est fournie sur un terrain de basket, oui, mais il n'y a pas que LeBron James non plus. Moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est que, encore une fois, je prends la défense de LeBron James, mais on a concentré tout ça sur lui, alors que c'est peut-être le mec le plus logique à avoir dans un All-Star Game, pour le coup, et que tu pourrais sortir d'autres arguments pour Jamal Murray, pour Devin Booker, pour Denny Avdia. Tu pourrais dire, voilà, Kawhi Leonard mérite d'être à la place de ces gars-là. Très sincèrement, statistiquement, tu peux tout à fait le justifier, quoi. Ouais, ouais, bien Donc, sûr. bon, après, voilà, toi et moi, on sait très bien ce qu'on pense du All-Star Game. Je veux dire, quelque part, je m'en contrefiche un peu. Pour la legacy, l'héritage, la carrière et tout, ok, pourquoi pas. Je peux comprendre ça, bien que ça ait de moins en moins de sens, étant donné que ce match cette rencontre de gala est de plus en plus une farce. Et j'attends aujourd'hui le jour où ça n'en sera plus une. Mais pour l'instant, c'est une farce. Donc, jusqu'à preuve du contraire, je n'arrive pas à accorder une quelconque importance à toute cette histoire, très sincèrement. J'ai juste envie de voir des bonnes rencontres. Et tant mieux pour toi, Denny Avdia. Je pense que c'est important pour lui d'accéder au All-Star Game. Chet Holmgren, Jamal Murray.
Je pense que c'est une vraie Ouais, mais c'est ça. consécration pour eux. C'est ça. En fait, moi, en fait, Jalen Duren aussi, tu voyais son émotion quand ça a été annoncé, il était hyper ému. oui, en fait, voilà, moi, je suis content pour ces joueurs qui courent après depuis un certain nombre d'années. Bon, pour d'autres dont on savait quoi qu'il arrive, tu vois, les Chet Holmgren, les Jalen Johnson, on savait tous que tôt ou tard, ils seraient All-Star. Bon, c'est un peu plus anecdotique. C'est vrai que, ouais, voilà, je suis très content. Je suis très content pour un mec comme Norman Powell. Je suis très content pour Jamal Murray aussi, parce que ça met fin à une forme d'anomalie. C'est typiquement, c'est la caricature du joueur dont on dit depuis des années qu'il c'est un All-Star, qu'il a le niveau All-Star. Bon bah voilà, maintenant on va juste pouvoir dire il est All-Star, c'est officiel, c'est validé, ça simplifie les choses. Mais sinon, je suis d'accord, c'est très anecdotique, c'est bon. Et c'est pour ça, c'est vrai que les débats sur les réseaux sociaux, tu vois, les uns et les autres qui s'insurgent. J'ai vu des fans de Houston être scandalisés que Alperen Sengun Ah ne voilà, soit pas. parlons de ça. Je voulais parler de ça justement. Est-ce que toi, euh, d'ailleurs, Alperen Sengun qui a très bien réagi, qui a expliqué, pour moi, c'est de la motivation supplémentaire. Il nous a signé une performance la nuit dernière absolument incroyable. Voilà, c'est aussi ça c'est comme ça que ça doit être pris et transformé et exprimé, je pense, de la part d'Alperen Sengun. À voir s'il n'est pas lui non plus appelé. Enfin bref, on verra quand De la toute façon, liste définitive. il a déjà été All-Star, Alperen Sengun. Je veux dire, l'année dernière, il est dans la sélection. Donc bon, tu vois, là encore, c'est vraiment pour le côté anecdotique, quoi. Tu vois, c'est pour le côté reconnaissance. Bon. Parce qu'il a fait aussi un très bon Euro, parce qu'il fait une saison de première classe, très Ah ouais, sincèrement. bien sûr. Non, mais il a une Il est production d'All-Star. excessivement important dans cet effectif des Rockets. En fait, ce qui pourrait être frustrant, si tu veux, c'est qu'il a été All-Star la saison dernière et que cette année, il est meilleur que la saison dernière et qu'il y est pas. Bon, ok, mais voilà, c'est pas. On Et que le s'en fout. représentant des Rockets, c'est Kevin Durant. Et c'est logique. Et ouais. Alors, c'est un Donc, petit ouais. non, c'est un petit ouais. Non, mais je veux dire, pour moi, tu peux débattre de ça, quoi, à la limite. Tu peux débattre. Tu peux avoir un débat, mais statistiquement parlant, Ouais, et puis c'est pareil, tu vois, c'est effectivement, comme pour LeBron. Kevin Durant est effectivement au-dessus. Ouais, et puis pour le symbole comme LeBron, KD, il est All-Star, point, tu vois. Oui, ce sont des joueurs qui resteront, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ce sont des joueurs qui resteront, que ça nous plaise ou non, qu'on soit d'accord ou pas, qu'on trouve ça scandaleux ou pas, c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais, il y a un certain nombre de mecs où on sait, quoi qu'il arrive, que s'ils sont sur leurs deux jambes, ils sont All-Star. Steph Curry, c'est pareil, tu vois. Complètement, ouais. On va pas on va pas découvrir le fait que c'est des joueurs qui ont un statut particulier dans la ligue, qui ont une aura, il y a quelque chose qui fait que leur présence au All-Star Game, elle est quasiment évidente, quoi qu'il arrive. Et qui attire les téléspectateurs. Et le All-Star Game, c'est une vitrine. C'est une vitrine internationale pour attirer non pas les fans hardcore de NBA comme nous on peut être. C'est pas, en fait, cet événement-là ne s'adresse pas directement à nous Ah non. quelque part. Bah, heureusement, parce que sinon, ce serait un sacré raté, quoi. Non, mais c'est vrai, enfin, tu vois, Mais des non, mais fans hardcore de NBA aujourd'hui. on est clairement pas la cible. Oui. Et c'est pour ça que les LeBron James, les Kevin Durant, tous ces gens voilà, qui font les Jeux Olympiques, qui sont les visages de la Ligue depuis tant d'années, seront présents quoi qu'il arrive à ce genre d'événement. Ou ceux qui vont qui vont prendre le relais, les Anthony Edwards, Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander, là Scotty Barnes, c'est un bon exemple aussi. Voilà. Ces gens-là sont là parce que ça attire les regards, quoi. Ouais, non, mais tout Donc, à fait. donc voilà, on va parler de Paul George. Les Sixers sont une des belles histoires de cette saison. C'est marrant parce que toi et moi, on en a parlé au démarrage de leur départ canon dans le sillage de Tyrese Maxey et VJ Edgecombe, leur rookie extraordinaire qui est déjà indispensable sur le terrain. Depuis quelques semaines, je te dis, tiens, ça serait pas mal qu'on parle des Sixers. Tiens, ça serait pas mal qu'on parle des Sixers, notamment, comme tu l'as très bien souligné tout à l'heure, parce que Joel Embiid aussi est vraiment en train de retrouver, et c'est complètement inattendu, vraiment en train de retrouver ses forces. Il a commencé la saison en boitant, puis il s'est mis à marcher, puis il s'est mis à courir.
Il est encore en difficulté sur son adresse à 3 points, mais le mid-range, tu vois qu'il commence à retrouver des vraies sensations. Et puis surtout, ses déplacements sur le parquet qui sont beaucoup plus fluides. Et dans cette histoire, Paul George, lui, avait réussi également à trouver un rôle, défenseur d'exception. Ce rôle-là qui lui était confié par Nick Nurse et le coaching staff, en plus de ses bonnes sorties offensives occasionnelles. Ce qui était bien, c'est qu'ils n'étaient pas dépendants de ces sorties offensives. Mais tu vois, quelques jours de ça, il a signé 32 points face aux Bucks, ce qui est quasiment du bonus pour les Sixers à ce niveau-là. Et là, on vient d'apprendre qu'il a été suspendu pour les 25 premiers matchs, soit jusqu'à la fin mars, il me semble, pour violation de la politique antidopage de la NBA. Sans salaire, ça va lui coûter un peu plus de 12 millions de dollars, cette affaire. Il a envoyé un communiqué pour expliquer qu'il suivait un traitement médicamenteux pour soigner un souci de santé mentale. Alors, ok, même si dans une ligue comme la NBA, ça me paraît quand même facile de se renseigner, que ce soit personnellement ou auprès du staff de ta franchise, pour savoir si les produits que tu prends, ça passe le test ou pas. Il a dit qu'il regrettait les conséquences de ses actes et qu'il acceptait l'entière responsabilité. Clairement, les Sixers n'avaient pas besoin de ça. C'était inespéré que la saison prenne la tournure qu'on connaît. Sa suspension fait un peu l'effet d'une douche froide. L'équipe était à 16-11 avec lui dans l'effectif. 10 victoires, 10 défaites, 100. Charles, les Sixers doivent-ils continuer à se montrer patients avec Paul George ou un transfert pourrait-il être sérieusement envisagé ? Ouah, déjà 25 matchs, c'est beaucoup, hein, c'est énorme même, tu l'as dit, ça nous amène à la fin mars, ça nous amène à même pas 10 matchs de la fin de la saison régulière. Alors oui, il a reconnu les faits, il s'est excusé auprès de Philly, auprès des fans, auprès de ses coéquipiers, mais c'est clair que pour la franchise, c'est une très mauvaise nouvelle. Il était très bien revenu, sans être le joueur qu'il était il y a quelques années, évidemment, mais il faisait du bien. Défensivement, tu l'as dit, il était capital, il donnait de l'espace au jeu, il complétait plutôt bien le duo Tyrese Maxey et Joel Embiid. Bref, c'est un vrai coup dur, mais moi je pense pas que ça soit une catastrophe absolue non plus, hein. Ces derniers mois, ils se sont quand même pas mal habitués à jouer sans lui, mais bon, c'est clair que, tu vois, le narratif qui commençait à naître du côté de Philadelphie, où on se disait que cette équipe pouvait être le poil à gratter de la conférence Est, bah, ça tombe quand même mal. Donc est-ce que ça peut pousser Philly à être actif d'ici la deadline? Moi, je suis pas convaincu. Enfin, en fait, oui, t'as besoin de combler la perte, notamment son impact défensif. Dans l'idée, Kelly Oubre, j'imagine, va avoir plus de temps de jeu. Il va permettre en partie de combler ce manque, mais ça veut quand même dire moins de spacing. Et puis, c'est quand même pas vraiment tout à fait la même qualité de joueur. Est-ce que aujourd'hui, Paul George, il est tradable? Je sais pas. Il Franchement, a encore 2 ans de contrat avec Ah une oui, c'est player ça. option à 56,6 millions quasiment Sachant pour qu'il la aura saison quoi? Il 2027-2028. aura 37 ans l'année de sa player option, tu vois. Vu Mm. l'historique de blessures qu'il a eu, je doute que ce soit un joueur qui joue jusqu'à 40 ans et plus comme LeBron. Il y a quand même un vrai risque qu'il la prenne, cette player option. Tu vois, quelle franchise aujourd'hui va se dire, bah oui, on va prendre 2 années de Paul George qui, en cumulé, vont nous coûter 110 millions. C'est dur quand même. Donc bon, non, moi je crois pas que Paul George soit susceptible de bouger. Je pense que c'est pas impossible que les Sixers fassent des moves sur la deadline, parce que en gros, euh, un des éléments qui est à noter sur cette suspension, c'est qu'aujourd'hui, les Sixers sont en capacité d'éviter de payer l'attaque de luxe beaucoup plus facilement qu'avant, parce que tu l'as dit, Paul George va perdre 11 millions sur son contrat, et si j'ai bien compris, la franchise va donc pouvoir déduire la moitié de cette somme de leur Mm. masse salariale. Ça les ramène quasiment au niveau du premier, enfin ça les ramène au niveau du premier palier. Et si ils se séparent d'un joueur, enfin si en fonction de qui ils peuvent se séparer, notamment je crois que c'est Grimes et Kelly Oubre qui sont tous les deux à un peu plus de 8 millions. Je crois que s'ils cut un de ces deux joueurs-là, ils peuvent effectivement passer sous le premier palier et éviter toute taxe, quoi. Ouais, et puis créer de la marge pour donner des contrats à leurs deux touets, que sont Dominique Barlow et Jabari Walker, qui, Tout à qui ont fait. pris de l'ampleur. Je sais que d'autres imaginent que les Sixers pourraient décider de lancer des manœuvres plus importantes pour se renforcer à l'aile. Moi, j'avoue que j'y crois pas trop. En fait,
je vois pas quel contrat aujourd'hui leur permettrait de mettre la main sur un vrai renfort. J'ai une proposition de trade de ouf à te faire, cher. Alors Mais moi vas-y. j'en ai une aussi, mais qui est assez mineure. Mais il y a Clutchpoint, tu vois, qui a Ah, moi, proposé un c'est le. trade Drummond plus un pick contre Saddiq Bey. Donc ça te permet de libérer un peu de marge salariale, de repasser sous la taxe et de te renforcer à l'aile, mais ça va pas métamorphoser l'équipe, quoi. Boring! Oui, bah voilà, Ah, le mien, évidemment. il est plus sexy. Le mien, faut que tu fasses péter les confettis, là. Allez, vas-y. Ah, non, non, attends. Ouais, moi, j'ai pas fini. Il faut d'abord que je prépare le terrain, tu comprends? Non, 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 mais continue ton explication si t'as encore autre chose à dire, sinon, Non, mais effectivement, je pense je pense qu'un profil comme Grimes, avec son contrat expirant, trouverait sûrement des franchises intéressées, mais je suis pas sûr que ça suffise pour attirer un vrai renfort à l'aile. Bon, voilà, je pense que malheureusement, les Sixers vont devoir composer avec des mouvements à la marge et espérer que Tyrese Maxey, que Joel Embiid, que VJ Edgecombe réussissent à hausser leur niveau de jeu suffisamment pour permettre à l'équipe d'encaisser cette suspension sans dégringoler trop au classement, tout simplement. ouais, j'ai effectivement vu toute une partie des fans des Sixers et des commentateurs, des observateurs des Sixers, ceux qui suivent l'équipe au jour le jour, un peu se dire tiens, c'est pas si mal que ça finalement. Regardez, financièrement, ça peut avoir du sens et ça permet de mettre Paul George au frigo jusqu'à l'approche des playoffs. Il revient juste pour la dernière quinzaine. On le fait Pour reprendre le rejouer, rythme, quoi. on reprend le rythme et on arrive en playoff en pleine bourre. Joel Embiid est en forme, Tyrese Maxey est en forme, Veggie Eshkomb est là et tout va bien et on a pu régler voilà, comme on disait tout à l'heure, les problèmes notamment des two-way players que sont Jabari Walker et Dominique Barlow qui sont devenus des pièces quasi indispensables aujourd'hui de la rotation. Donc il y en a qui parient sur ce truc-là. Moi, je me permets quand même aussi de souligner un truc qui me chiffonne beaucoup, c'est que quand tu vois comment la question de la santé mentale en NBA est traitée depuis plusieurs années maintenant, il y a eu Kevin Love qui s'est exprimé sur le sujet, Demar DeRozan, la NBA elle-même exige la présence d'un psychologue au sein de chaque franchise depuis la saison 2019-2020. Euh, donc ça existe et je trouve ça assez étrange quand même. Toute l'explication et toute la justification autour de cette histoire je sais pas, je t'avouerais que j'ai du mal à comprendre quand même. Comment c'est possible qu'ils se mettent dans cette situation-là. Mais bon. Je vais fermer la page conspiration. J'ai, moi, un transfert à te proposer, mais alors un transfert qui fracasse tout, quoi. Et qui permet surtout de maintenir Giannis Antetokounmpo à l'Est. Attention. Oh là. Giannis Antetokounmpo arrive à Philadelphie. Milwaukee récupère Paul George, VJ Eshkomb, le premier pick via les Clippers de 2028 et le premier pick de 2030. Ça fait qu'ils ont deux et sans protection. Ce qui fait qu'ils ont deux pics, enfin deux premiers tours dans enfin 2028-2030. Ce qui est plutôt intéressant puisque l'équipe va pas vivre longtemps avec tous ces joueurs-là, avec Embiid et Antetokounmpo, tu peux parier sur le fait que ça va durer quelques années, pas tout au plus. Et Antetokounmpo se retrouve avec Joel Embiid pour former une raquette comme on n'a jamais vu, quoi. Et Tyrese Maxey pour mener la baguette toute cette histoire, quoi. Qu'est-ce que t'en penses de ce délire? De ce délire absolu? Non, mais je réfléchis parce que je Ne parle m'attendais pas pas à trop ça. vite. Écoute, en vrai, comme il y a VJ Edgecombe dans le lot, ça peut être intéressant pour les Bucks, mais putain, C'est j'imagine Zach Kram. tellement pas Giannis à Philadelphie. C'est Zach Kram d'ESPN qui propose ça. Et c'est potentiellement un des meilleurs choix que pourraient faire les Bucks, c'est de mettre la main sur VJ Eshkomb, qui est vraiment un jeune, qui pour le coup est une certitude. Parce que récupérer des pics de draft en soi, ok, pourquoi pas. Mais le fait, t'as la probabilité que tu arrives à drafter un joueur qui va totalement modifier la trajectoire de ta franchise, c'est pas facile. Oui, non, bien sûr. Et puis C'est pas là, tu facile du coches tout. les deux cases, en fait. Parce que les Bucks, on sait qu'ils veulent des jeunes talents avec gros potentiel et ou des pics, et idéalement les deux. Bah là, t'as les deux, quoi. Exactement.
Ouais, Donc, non, c'est pas inintéressant. Franchement, ce serait inattendu de fou parce que les Sixers ont jamais été cités comme étant des frontrunners dans la course au Giannis, mais ce serait intéressant. donc voilà, non, mais j'ai trouvé cette proposition par rapport à tout ce dont on a déjà parlé dans l'épisode précédent concernant Giannis Antetokounmpo. Voilà. Ça m'a semblé être une proposition pas dégueu Ouais, et ouais, je suis d'accord. assez fun. Et surtout, enfin, ce qui m'intéressait là-dedans, c'est le parti pris de se dire, effectivement, ce que je trouve pertinent, c'est le fait que un mec comme VJ Edgecombe, c'est ça que tu veux quelque part quand t'es les Bucks. Ah Ça bah bien sert à rien sûr. d'avoir la collection de pics de draft. L'important, c'est d'avoir un jeune talent où tu es quasiment sûr que ça va, que lui, t'as déjà t'as déjà un mec qui est certain d'être une star, voire une superstar, voire un franchise player, quoi. Ah ouais, non, je suis assez d'accord avec ça, effectivement. Je trouve que VJ Edgecombe rend ce trade crédible et intéressant. Maintenant, évidemment, la question, c'est la volonté de Philadelphie de se séparer d'Edgecombe. Mais, C'est ça. mais oui, oui, effectivement, là, c'est un trade qui est intéressant et qui, franchement, pourrait un peu bouleverser tout ce qu'on dit depuis des semaines sur le dossier de Giannis et sur les différents candidats pour le récupérer. Mais là, depuis quelques temps, enfin depuis quelques heures, là, on n'arrête pas d'entendre que ce soit sur The Athletic, Jack Fisher qui bosse avec Mark Stein. Aujourd'hui, le mot, c'est que Giannis Antetokounmpo ne devrait pas bouger. C'est ça qui arrête pas de se répéter en boucle depuis plusieurs heures maintenant. Et oui, tout se passe comme prévu. Tout se passe comme prévu, il ne bougera que cet été au moment où les Lakers pourront offrir tous les pics possibles et imaginables. C'est parfait. Non, mais moi, je pense, si je devais parier aujourd'hui, je ne pense pas que les Bucks vont faire un move pour Antetokounmpo. Parce que je suis persuadé que là, ils ont fait, on entend qu'il y a encore les propositions, qu'ils analysent les propositions, qu'ils ont fait des contre-offres aux franchises les plus sérieuses avec les propositions les plus sérieuses. Mais je pense que les Bucks vont finir assez rapidement par réaliser que le, de se priver d'aller jusqu'à cet été et des offres potentiellement bien meilleures qu'ils auront à disposition cet été, ça vaut le coup d'attendre. Mais en fait, le Ça vaut le grand coup argument, d'attendre maintenant et de pas se précipiter pour faire un truc, quitte à foirer la saison. De toute façon, voilà, mi-avril, c'est terminé. Grosso modo, il te reste 2 mois et demi à tirer. Tu peux faire ça si ça veut dire que cet été, tu peux vraiment faire monter les enchères au moment où toutes les équipes seront en mesure de proposer quelque chose, quoi. en fait, le Plus ou moins. grand argument des gens qui pensent que ça va se passer là d'ici le 5 février, donc d'ici la deadline, c'est de dire cet été, Giannis, potentiellement, il est en contrat expirant parce que la saison 2027-2028 sur son contrat, c'est une player option. Donc potentiellement, il prend pas cette player option et donc 2026-2027, c'est sa dernière année de contrat, donc c'est un contrat expirant et donc sa valeur est en baisse. Cet argument ne marche pas avec un joueur comme Giannis. Tout à Sa fait. valeur ne sera pas en baisse au prétexte que son contrat sera expirant. Ça n'arrivera pas. Toutes les franchises, pas toutes, mais beaucoup de franchises prient pour qu'ils soient encore disponibles cet été, parce que c'est cet été qu'ils auront le plus d'assets à balancer. Et je peux vous assurer qu'une franchise comme les Lakers n'en aura rien à secouer qui soit contrat expirant et va envoyer tout ce qu'il est possible d'envoyer cet été. Tout, tout, tout. Donc moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, et c'est ce que je pense depuis un moment déjà, c'est que Giannis ne bougera pas d'ici le 5 février. Et si je me trompe, eh ben écoute, je serais très triste de me tromper parce que ça veut probablement dire qu'il finira pas aux Lakers, mais je vois pas, je vois pas un monde où ça se produit d'ici le 5 février. Je sais que Golden State est prêt à tout. Je sais que qu'il y a un grand argument sur ah mais oui mais il y aura plein de contrats expirants et tout et tout. Les gars, quel intérêt pour Milwaukee de récupérer des contrats expirants? Avoir du salary cap pour des Bucks sans Giannis, c'est aucunement la garantie d'avoir des recrues intéressantes. Même si dans le lot tu récupères un gars comme Kuminga, tu n'auras aucun pouvoir d'attraction sur le marché des agents libres. C'est pas intéressant pour eux d'avoir des contrats expirants. Ils en ont rien à foutre de ça. Ils veulent des jeunes avec du potentiel et des pics de draft. Ils veulent pas des contrats expirants. Exactement, ouais. Et là, tu vois bien, il y a quand même énormément. Concernant Golden State, qui est considéré comme un des favoris, il y a une rumeur qui traîne de plus en plus là, sur Oops Hype,
euh, tu peux trouver ça, qui dit Giannis Antetokounmpo redoute d'être traité comme Kevin Durant à l'époque où il a rejoint Golden Ça, State. ça me À sa- régale, ça. Non, voilà, mais à savoir comme un, enfin, qu'il est soucieux de sa propre histoire et qu'il n'a pas envie de rejoindre Stephen Curry à Golden State pour aller gagner un titre de cette manière-là, qu'il n'a pas envie de rejoindre une équipe vieillissante non plus, qu'il se soucie des prochaines années, qu'il voit plus loin que la saison ou les 2 saisons à venir. Ok. On apprend également que Portland s'est placé, que Damian Lillard essaie de le recruter, mais pareil, il n'est pas vraiment intéressé dans le deal. Concernant les Knicks, on a entendu dire que finalement les Knicks, oui, ils étaient considérés comme les plus intéressés, mais que finalement ils sont peut-être plutôt partis pour garder l'effectif tel qu'il est parce qu'ils veulent croire que ça leur suffit et qu'ils vont reprendre du poil de la bête. On n'arrête pas d'entendre toutes ces informations qui disent tous la même chose aujourd'hui, c'est que il n'y a pas de mouvement à proprement parler. Le seul truc où j'ai pas encore vu de démenti formel, on va dire, c'est concernant les Wolves. Il y a toujours ce mot pour dire Giannis Antetokounmpo a une affinité particulière dans l'optique de jouer avec Anthony Edwards. C'est réciproque, mais les Wolves ont peut-être pas le package qu'il faut. Comme j'en parlais dans l'épisode précédent, il faudra sûrement faire rentrer une troisième équipe dans l'opération, idéalement Portland pour venir graisser les rouages et éventuellement récupérer Jrue Holiday et récupérer des pics dans l'histoire côté Bucks, les pics de Portland qu'ils ont filés dans l'opération pour faire venir Damian Lillard. C'est... J'ai plus l'impression que la probabilité elle est sur un non-mouvement quand même dans Antetokounmpo à l'instant où on parle de ça tout de suite là. Ouais, je suis d'accord. Alors effectivement, sur Minnesota, c'est peut-être la seule équipe où il n'y a pas eu trop de démentis. Et même à l'inverse, les nouvelles qu'on a eues du dossier Harden nous laissent penser que les Wolves, en tout cas, eux, y croient toujours. Mais mais voilà, écoute, sur le dossier de Golden State, au-delà de l'aspect où il a pas envie d'être considéré comme KD à l'époque, il a pas envie d'être dans l'ombre de Steph Curry, et surtout, il a pas envie d'être dans une équipe vieillissante, ça fait complètement écho à ce qu'on disait il y a quelques jours quand on a évoqué le cas de Giannis. C'est-à-dire, quel intérêt aujourd'hui Giannis aurait de prolonger à Golden State, vu la situation de la franchise, vu l'âge des cadres? Bon, ça, j'avoue que moi, ça me choque pas du tout qu'il ait ces doutes-là. Mais écoute, on va voir comment ça va se passer. Moi, je suis d'accord avec toi, hein. Pour moi, ça ne bougera pas avant l'été prochain, et c'est tant mieux. En tout cas, tant que sauf si le seul truc qui pourrait vraiment changer la donne, c'est si Giannis Antetokounmpo décide une bonne fois pour toutes de dire je veux être transféré maintenant, Parce que je veux signer ma transférez-moi prolongation hier, l'été prochain. mais voilà, je veux bouger immédiatement. Je ne peux pas, je ne me vois pas finir la saison avec Milwaukee. Euh, voilà, je Et il pense pourrait que le c'est dire, hein. Il pourrait ouais, le non dire, mais tu vois. Ne serait-ce que pour une raison financière, tu vois. Il peut tout avoir à envie fait. de signer son extension au max dès l'été prochain. Et pour ça, il a besoin d'avoir une certaine ancienneté dans sa nouvelle équipe. Donc, s'il n'est pas tradé maintenant, il n'y aura pas d'extension au max l'été prochain. Il faudra attendre un peu plus. C'est quelque chose qui peut arriver. Maintenant, j'ai quand même pas. En fait, le problème, c'est qu'il est tellement soucieux d'avoir le bon rôle dans cette histoire. Il est tellement soucieux de pas passer pour un connard et de pas se mettre à dos les fans de Milwaukee que je le vois pas faire ça, en fait, tout simplement. C'est Mm. peut-être très hypocrite. C'est peut-être une raison très basique, très qui semble très anodine, mais visiblement pour lui, ça a l'air d'être très important. Mm. Donc tant qu'il voudra préserver l'image, je pense qu'il n'ira pas au clash comme ça. Voilà. Tu as d'un côté un joueur qui veut préserver son image et je pense que tu as de l'autre une équipe, les Bucks, qui réalise, et ça c'est pareil, on a les échos de plus en plus clairs là-dessus, qui réalise que les propositions actuelles, notamment des équipes dont on parle en permanence, là, les Wolves, le Heat, les Knicks et les Warriors, ne sont pas à la hauteur, je pense, de ce qu'ils souhaitent. Ouais, moi je suis d'accord. Ça ne fonctionne pas. Et il faut bien Et comprendre un truc, hein, c'est que pour Milwaukee, là, on est en train de parler d'un dossier qui est importantissime. Je veux dire, la bien situation des sûr, Bucks sans Giannis, s'ils se plantent sur ce trade, c'est une catastrophe absolue. Les Bucks, dans 6 mois, ça peut être la franchise la moins attractive de la ligue de très loin, s'ils se plantent, tu vois. Donc, il faut vraiment faire très attention. Là, on est en train de parler, c'est les 10 ans, c'est les 10 ans de la franchise à venir qui se jouent quasiment, tu vois. Il faut vraiment pas se planter.
Mais absolument. Et c'est pour ça que dans l'idée de transfert là, proposée par ESPN avec Vijay Eshcombe des Sixers, je pense que c'est typiquement le genre de deal que doivent chercher aujourd'hui les Bucks. Ouais, je suis Quitte d'accord. à essayer de recouper le max, mais voilà, tu arrives à mettre la main sur un vrai jeune talent, une vraie star en devenir, et 2 ou 3 pics de draft vraiment intéressants, d'une équipe qui potentiellement, où tu sais que les pics de draft dans 2, 3, enfin dans 2, 4, 6 ans vont vraiment être hyper intéressants, surtout s'ils sont sans protection. Soit ils sont hyper intéressants parce que tu pourras drafter haut, soit tu pourras les transférer. Enfin bref, c'est ça que tu dois viser clairement si t'es les Bucks, quoi. Non, mais surtout, Edgecombe est un joueur qui est plus intéressant que tous les autres joueurs que j'ai vu être cités dans des deals potentiels pour Giannis. Tellement. Que ce soit les Knicks, que ce soit le Heat, que ce soit, enfin, aucune équipe aujourd'hui n'inclut dans son package un jeune aussi talentueux et aussi intéressant et un potentiel aussi fascinant que celui de Vijay Edgecombe. Ça, c'est clair. C'est tout à fait ça. Je suis tout à fait. C'est pour ça que je l'ai retenu et que je voulais te le proposer. Ouais, moi, franchement, c'est une très bonne proposition. Je trouverais ça fou, vraiment, que tu vois qu'une. C'est toujours la théorie des dominos, comment un domino tout bousculer, que ça soit la suspension de Paul George qui soit le domino qui fait bouger le dossier de Giannis Antetokounmpo, je trouverais ça fascinant. Ouais, et puis comme on en parlait toi et moi, j'ai pas du tout envie que Giannis Antetokounmpo termine dans la conférence Ouest. Bah, Par pitié, quoi. moi non plus, sauf aux Lakers, évidemment. Oh là là, mais les Lakers, là, mais Ah mais moi je lâcherai pas l'affaire, hein. Moi c'est mon projet depuis des mois maintenant, c'est le on a, duo Doncic-Giannis, hein. on a fêté ce triste anniversaire là du transfert de Luka Doncic que j'ai ignoré délibérément tellement c'était un scandale sans nom cette histoire. Scandale absolu. Ça me fait marrer d'ailleurs de voir tous les commentateurs qui sont là. Oui, depuis que Luka est arrivé, les Lakers restent moyens. Mais attendez, mais de quoi vous parlez? Cette équipe n'est pas du tout construite pour mettre son talent en valeur. Il n'y a rien qui est fait autour de lui. Alors qu'avec Giannis, franchement, Oui, mais là, tu vois, t'es d'accord avec moi, mais c'est je sais, parfait, de toute c'est façon, parfait. vous êtes une franchise écœurante. Vous allez vous gaver, vous êtes toujours gavé de toute façon. Donc, je vois pas pourquoi ça changerait. On va parler des transferts. On attendait que quelque chose se passe enfin. Effectivement, on a eu un transfert, mais alors c'était probablement le transfert le moins sexy du monde avec Cleveland qui a fait un salary dump de DeAndre Hunter avec les Kings en échange de Dennis Airbnb Schroeder. Je plaisante, mais voilà. Voilà. On sait que voilà, il y a les enfants, le déracinement permanent, c'est triste et tout ça. Ils ont un train de vie de luxe, mais ça reste un déracinement qui est difficile à gérer pour les familles. Ouais. Et ce pauvre Dennis Schroeder, il arrête pas d'être ballotté partout en NBA. Keon 11e Ellis, franchise, je crois, hein. ouais. Keon Ellis faisait également partie de l'opération. Les Bulls, Charlie, se sont greffés à l'histoire. On va en parler un peu plus en détail tout à l'heure, mais cette nuit, patatras, et heureusement qu'on a repoussé l'enregistrement de cet épisode, on a appris que James Harden et les Clippers cherchaient un nouveau point de chute pour le barbu. Encore une histoire d'argent et d'ambition personnelle. Charles, on va commencer avec James Harden, dont on parlait il n'y a pas si longtemps. Avec voilà cette histoire des Clippers qui disait rien depuis son départ de Houston où il avait un peu enchaîné les mécontentements et les franchises. Est-ce que tu es surpris par cette nouvelle? Bah, oui. Oui, franchement, en fait, le premier réflexe en lisant la news, ça a été évidemment de me dire que ça commence à faire beaucoup après Houston, après Brooklyn, après Philly. Et puis surtout, moi, j'étais étonné parce que les Clippers, ça se passe quand même beaucoup mieux. Il joue dans sa ville, on a quand même C'est plutôt ça, la ouais. sensation qu'il est bien là-bas. Mais c'est vrai qu'une fois que tu rentres un peu dans le détail et que tu te rends compte que bah pour lui, c'est aussi un enjeu financier qui est important. Il veut une extension, il joue à un niveau depuis le début de la saison qu'il estime être assez bon pour aller chercher cette prolongation, et franchement, on peut le comprendre. Il a 36 ans, donc c'est potentiellement sa dernière extension au max. Si je me plante pas, on parle de 80 millions sur 2 ans, tu vois, on n'est pas en train de parler d'un truc anecdotique, donc Non, et puis il veut que ça soit surtout entièrement bien garanti, sûr, ce qui n'est pas contrairement le à cas. son contrat actuel qui n'est pas totalement garanti puisque il a une player option sur sa dernière année de contrat, mais qui n'est que partiellement garanti. Donc voilà, Donc
Là, on est vraiment, si tu veux, sur un scénario où le joueur et la franchise ne sont absolument pas alignés, parce que pour les C'est ça. Clippers, comme pour d'autres équipes, c'est pas la première fois qu'on mentionne ça dans le podcast, l'important c'est d'avoir de la flexibilité financière en 2027, année où en théorie il y aura une free agency importante et où ils comptent évidemment tourner la page de l'ère Kawhi en théorie. Donc oui, je trouve que c'est plus logique et plus sain que d'autres situations qu'il a pu connaître dans sa carrière. Pour autant, franchement, pour les fans des Clippers, c'est un énorme coup de bambou derrière la tête. Enfin, c'est terrible d'avoir autant de hauts et de bas dans une saison. Ils étaient enfin lancés, ils étaient de retour dans les places qualificatives pour le play-in, ils espéraient accrocher le top 6 d'ici la fin de la régulière. C'est vraiment une drôle de saison pour les Clippers avec des hauts et des bas très bas. Donc voilà, écoute, on va voir. Visiblement, lui espère Minnesota ou Atlanta. Les premiers ont l'air d'être concentrés sur autre chose, en l'occurrence le dossier Antetokounmpo, et les Hawks n'ont visiblement aucune intention de casser leur jeune groupe en pleine progression pour aller chercher un mec comme Harden. Enfin, je veux dire, ils sont déjà pas prêts à casser leur groupe pour Giannis, donc on se doute bien que c'est pas pour Harden qui a 36 ans qu'ils vont le faire. Et l'autre gros client, c'est Cleveland. Et évidemment. C'est Darius Garland qui serait compris dans l'opération. Et Garland qui a un salaire qui est très proche, voire quasiment similaire à celui d'Harden, et qui certes est sous contrat au-delà de l'année 2027, mais bon, en même temps, mettre la main sur un mec comme Darius Garland qui a 26 piges, qui est un meneur référencé en NBA, tu peux l'inscrire dans ta reconstruction post-2027 à la limite Garland, tu vois, c'est pas un joueur qui est encombrant au moment de reconstruire, je trouve. Donc, écoute, on va voir. Moi, le seul problème que je vois dans cette histoire, c'est que autant sportivement, je pense que la destination peut intéresser Harden, autant financièrement, je sais pas très bien comment les Cavs vont lui donner la prolongation dont ils rêvent, vu leur situation salariale dans les années à venir et vu les moves qu'ils font en parallèle, pour a priori plutôt être amené à payer moins de taxes et avoir plus de flexibilité dans les années qui viennent. Ça, j'avoue que c'est un peu la question que moi je me pose. Complètement. Ce qui est assez marrant, c'est que tu as des joueurs, que ce soit, je pense à Anthony Davis, c'est un peu pour moi c'est comparable à un certain niveau. Après, James Harden, pour le coup, lui, il joue. Ouais, il joue, ouais. Et il est très fort. Même si en playoff, on connaît ses limitations, mais quand la série est sur le fil. Mais ça me fait penser un peu voilà, à ces joueurs-là qui arrivent, qui s'approchent de leur fin de carrière. James Harden, il aura 37 ans en août, il me semble. Dans le cas d'Anthony Davis, il est moins vieux, mais il a ce passif de blessure pour le coup. Et ce sont des joueurs qui essaient de recouper leur dernier gros contrat de leur carrière potentiellement. Bah ouais. Et là, pour le coup, avec les Clippers, on est face, comme tu l'as très bien dit, à deux objectifs totalement à l'opposé. C'est Harden, lui, il veut 2 ans de prolongation garantie, full garantie. Les Clippers, eux, ne veulent quasiment plus rien d'ici au-delà de 2027, si ce n'est le contrat de Zubac. Je crois que c'est le seul contrat qui va au-delà. Euh, où ils ont laissé un rookie là, mais bon. Non, mais la question, C'est c'est ça. aussi, est-ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de franchises en NBA qui vont vouloir donner des extensions max à des profils comme Harden ou Anthony Et c'est Davis? ça. Vu le contexte, c'est compliqué, hein. Et les Cavaliers sont cités aussi parce que euh, c'est là où ça me semble un peu compliqué, c'est que les Cavaliers, eux, ils sont dans une logique donc de couper du salary cap. Donc je vois pas comment Harden vient s'inscrire. Enfin, pourquoi Harden irait là-bas s'il n'y a aucune garantie pour lui de signer une prolongation? Je vois pas pourquoi il se barrerait à Cleveland. Alors, est-ce que pour une ambition d'une année, d'une saison et Oui, parce que ce qu'on n'a pas dit quand même, il faut le préciser, c'est que James Harden a un droit de veto sur sa destination. ouais. Et ça, c'est quand même une donnée importante, parce que là, on est en train de dire pourquoi Harden accepterait d'y aller et tout. On n'est pas dans un trade lambda, on est dans un trade où le joueur concerné a la possibilité de s'opposer. Donc ça, c'est sûr que c'est une donnée. Et
Après, Harden, il est victime de la même chose que tous les autres joueurs qui sont candidats au départ cette saison. Le marché est paralysé par la situation autour de Giannis. Il y a énormément d'équipes qui ne veulent pas prendre le risque de diminuer leurs chances de mettre la main sur le grec dans les jours, voire les mois à venir. Et typiquement, dans le cas des Wolves, c'est un peu de ça qu'on parle. Lui veut aller là-bas, la franchise est complètement concernée sur autre chose, concentrée, pardon, sur autre chose. Et donc, en l'état, ça semble compliqué. Alors, ça veut évidemment pas dire que ça va pas se faire in fine, mais, mais c'est problématique. Et comme il a un droit de veto, ça diminue encore plus la liste des destinations possibles. Clutchpoint, par exemple, a mentionné d'autres destinations possibles, et notamment les Pelicans et les Raptors, mais visiblement, c'est deux destinations qui n'intéressent absolument pas James Harden. Complètement, ouais. Et je vois pas aujourd'hui qui va aller lui offrir cet argent garanti. Sachant que, donc, s'il est, c'est ce qu'explique Bobby Marks, si son contrat est, enfin, s'il est libéré, donc viré, quoi, d'ici le 11 juillet prochain, donc les 42,3 millions de son salaire de la saison prochaine se transforment en 13,3 millions Ouais. pour ton salary cap. Et un bonus. Il a aussi un bonus, s'il est transféré, il a un bonus de 15%, donc qui est estimé à 2,36 millions de dollars. Enfin bref, là on commence à rentrer dans des comptabilités Oui, mais c'est ça le cœur du problème, compliquées, en fait, tu mais vois. c'est ça le cœur du problème, et c'est pour ça que Cleveland est cité, c'est parce que eux cherchent absolument à bouger en dessous le deuxième palier du salary cap, parce que sinon ils peuvent plus rien faire, ils sont pieds et poings liés, leurs pics de draft sont gelés, ils peuvent quasiment plus faire aucun transfert, et là avec le trade de DeAndre Hunter, ils s'en rapprochent. Également éviter la taxe répétitive qui va leur tomber sur le coin du nez, tout ça pour un effectif qui n'est absolument pas au niveau de la saison passée. Ouais. Donc il n'y a aucune raison aujourd'hui, il n'y a aucune justification pour Cleveland de débourser autant d'argent pour un effectif qui n'est pas compétitif comme il pense à l'être. Donc il y a cette rencontre là entre deux équipes, les Clippers qui eux ne veulent pas d'argent au-delà de 2027, et les Cavaliers qui veulent couper du gras dans leurs finances. Mais je vois pas comment Harden peut voir cette situation-là. S'il a vraiment son mot à dire dans l'opération, je vois pas comment lui va dire bah ouais, bien sûr, je vais faire ça, quoi. Bah oui, c'est clair. Et de ce que j'ai vu aussi, tu citais les Hawks, mais les Hawks, comme ils ont été cités dans le deal pour Anthony Davis, manifestement, que ce soit Anthony Davis ou James Harden, aujourd'hui, ils ont à peu près pris la décision, de ce que je comprends, de ne pas se jeter sur un vétéran de la sorte. C'est absolument pas la même timeline que les jeunes qui sont en train de développer. Exactement. Pour eux, honnêtement, ça n'a aucun intérêt. Alors moi, j'ai vu Et je aussi crois que le des deal gens... était même vivant à partir du moment, parce que Harden apparemment ça fait depuis fin décembre qu'il demande à être potentiellement transféré. Ah, ça Ça fait un date pas moment. d'hier, en fait on l'apprend là, mais bah, ça traîne depuis un temps manifestement. Et à l'époque, Atlanta était considéré comme un sérieux client par les Clippers parce qu'il y avait éventuellement Trae Young. Mais depuis que Trae Young a été transféré, manifestement, Atlanta est hors course concernant James Harden. C'est C'est ce ça. que j'ai compris, en tout cas, dans les derniers articles qui sont sortis sur le Ouais, sujet. c'est la sensation que j'ai eue aussi. Alors moi, j'ai aussi vu des gens mentionner Houston, parce que, bah, évidemment, Houston, ils ont besoin d'un meneur, parce qu'il y a aussi le côté un peu nostalgique, parce que l'histoire de James Harden et des Rockets sont quand même très liées, mais en fait, Ouais, j'ai vu ça, ouais. Houston, c'est pareil, la question de la prolongation, je peux pas croire que si ce trade avait lieu, les Rockets lui donneraient la prolongation, alors qu'ils ont déjà pas mal d'argent engagé sur Sengun, sur KD, sur Jabari Smith Jr., ils doivent encore payer Amen Thompson, ils doivent payer Tari Eason, enfin, ça me semble extrêmement compliqué. Ouais, je vois pas comment c'est possible, et c'est un peu... c'est un peu inextricable, je trouve, là, comme situation, et en plus, moi, j'avoue que je trouve ça ultra frustrant, en fait, parce que moi, j'aurais bien aimé voir si cette équipe était capable de finir la saison à 200% pour accrocher le top 6. Je trouve ça très frustrant, là. Tu vois, je m'y étais un peu pris, là, à la remontée des Clippers. C'est un peu dommage. Ouais, tout à fait, ouais. Puis Rockets, faut pas oublier que Ime Udoka avait notoirement préféré Fred VanVleet à James C'est Harden vrai. au moment où il était considéré comme potentiellement sur le retour à Houston, et Ime Udoka ne voulait pas de lui, quoi. Non, et puis même, en fait, quel trade tu fais? Je veux dire,
Quel Ouais, trade tu fais complètement. aujourd'hui? Alors certes, récupérer le contrat de Van Vliet pour les Clippers, ce serait parfait, hein. Son contrat, il expire en 2027, ça leur permettrait d'avoir de la flexibilité, mais déjà ça matche pas, il faudrait ajouter d'autres joueurs. Quel joueur t'ajoutes? Dorian Finney-Smith, lui, il est sous contrat jusqu'en 2029. Rich Shepard, oui mais ok, mais est-ce que tu sacrifies Rich Shepard pour un mec que tu vas pas prolonger? Enfin, c'est vraiment compliqué, hein. Moi, j'y crois pas. Moi non plus, j'y crois pas et je vois pas trop qui dans les équipes qui sont avancées pour le moment. Donc on l'a dit, hein, Cleveland, qui clairement n'ira jamais au-delà du contrat là. Ils videront son contrat. Ils feront comment dire, ils profiteront du fait que son contrat et son option joueur n'est pas garanti la saison d'après. Bien Ils sûr. joueront totalement cette carte-là. Les Rockets, je vois pas comment tu veux faire ça. Euh, les Timberwolves, qui ont besoin d'un meneur, qui ont besoin d'un porteur de balle, mais comme tu l'as dit, aujourd'hui tout le monde est là à attendre que Giannis Antetokounmpo, enfin que cette situation-là se décante avant de faire quoi que ce soit. Ils bougeront pas d'ici là, les Wolves, c'est sûr et certain. Donc, Mais sauf s'ils ont la garantie que ils seront jamais dans l'histoire. Donc, mais en plus, les Wolves, moi je suis désolé, mais en fait, tu fais comment le trade? Parce que moi, j'ai vu des projections où tu fais un trade contre Randle. Mais attendez, les gars, Randle, il va la prendre, sa player option en 2027-2028. Les Clippers, ils veulent de la flexibilité en 2027. Pourquoi est-ce qu'ils prendraient Randle? Je comprends même complètement. pas, Ouais. quoi. Oui, c'est ça. Ça serait Randle, Rob Dillingham et un joueur sur un contrat minimum. Donc ouais, en fait, le vrai problème aujourd'hui pour Harden, c'est qu'Harden, il veut le beurre et l'argent du beurre. En fait, Harden, si tu veux ta prolongation, tu fais une liste de franchises qui sont susceptibles de te la donner, et c'est là-bas que tu demandes à être tradé aux Clippers. Tu peux pas à la fois avoir une bonne situation sportive et avoir la prolongation dont tu rêves. Croire que tu peux avoir ces deux éléments-là en même temps, c'est juste la preuve que tu n'as pas compris les implications de l'accord collectif actuel. C'est impossible autrement. Non mais c'est vrai, enfin, tu vois, Non, non, mais complètement. Non, non, mais en fait, je trouve ça fascinant on est typiquement là-dedans, en fait. On est comme typiquement problématique. aujourd'hui dans... c'est ce qu'on dit depuis que cet accord collectif il est entré en vigueur. Aujourd'hui, tu te retrouves dans cette situation où tu ne peux pas à la fois avoir l'argent et la bonne situation Hmm. sportive. C'est pas possible. Le deal des Rockets, je viens de retrouver enfin dans mes notes le truc. Le deal des Rockets, ça serait Fred VanVleet et Steven Adams qui partiraient donc aux Clippers en échange de James Harden. Bah, il va falloir rajouter des pics quand même, hein, parce que bon, là tu mets deux joueurs qui sont out pour la saison quand même dans l'histoire. Ouais, non, là je te parle d'un pur point de vue salaire. Oui, oui, ah bah Après, oui, là ça marche. je Oui. veux dire, C'est vrai. qu'est-ce que Houston irait sacrifier des pics de draft pour ça? Mais c'est ça, c'est la question en fait. Sauf si À moins d'avoir la effectivement, certitude que voilà. ça les met au-dessus du lot, mais Non, au-dessus du Thunder. c'est oui, c'est même voilà. pas le lot le problème, c'est le Thunder le problème. Mais Mais tu es en droit d'en douter quand même. ah bah c'est clair. Hein. Non Et mais que c'est le clair. match Hein. avec Udoka, Ah, et puis en plus, c'est compliqué. est-ce que ça t'empêche pas derrière de payer Amen Thompson et Tari Eason dans les saisons qui viennent? Enfin, tu vois, il y a aussi tous ces éléments-là à prendre en compte. Je pense que tu le prolonges pas, en tout cas Arden non plus. Là non plus, tu le prolonges pas. Ouais, mais dans ce Mais cas-là, il vient, ah, tu vois, il va il vouloir. vient pourquoi et comment tu gères. De toute façon, les Rockets, en faisant venir Kevin Durant, ils se sont clairement mis dans la sauce d'une façon ou d'une autre, quoi. Après, ils ont toujours des pics de draft hyper intéressants, les Rockets. Ils ont réussi à maintenir énormément de capital draft. Donc, ils ont quand même hyper bien géré leur histoire. Mais enfin, ils sont pas du tout dans une situation désespérée. Mais si tu veux capitaliser sur la présence de Kevin Durant, il faut quand même être sérieux, quoi, sur ce que tu veux faire. Là, il y a quoi? Avec cette saison-là, la saison prochaine, peut-être. Et c'est tout, non? Est-ce que Toronto le prolongerait, tu penses? Pardon, j'étais en train de me projeter là-dessus, là. Est-ce que James Harden Non, Harden, il veut donnerait... pas y aller. Mais si Oui, oui. Toronto, c'est la seule franchise qui lui dit, bah, on te prolonge et en plus, on te permet de pas jouer, tu vois, le bas-fond de la conférence. En fait, la question que tu poses dans ces cas-là, c'est qu'est-ce qui est important pour James Harden? Elle est où sa balance, en fait? Mais moi, j'ai Entre l'impression qu'il veut les deux, la justement. franchise en elle-même, l'importance de la prolongation.
est-ce qu'il veut jouer, parce que sinon tu peux être transféré dans une équipe qui ne joue strictement rien, mais qui vont te filer le blé, quoi. Oui, mais moi j'ai l'impression qu'il veut les deux, vu qu'il refuse Tu peux aller aux catégoriquement les Kings. Pels et les Raptors. Ah ouais, non mais ça... Mais je sais pas, ouais. En fait, je trouve ça extrêmement étrange. Et, euh, et je vois pas comment il est possible que les Clippers trouvent quelque chose qui convienne pour eux et surtout pour James Harden, en fait. Je vois même pas comment James Harden va se dépatouiller de cette situation, quoi. En fait, je trouve ça super frustrant, parce que franchement, Harden... moi, j'adore sa saison. Enfin, franchement, vraiment, je trouve je trouve qu'il fait une saison incroyable. En fait, je suis dégoûté, si tu veux, qu'il se retrouve dans cette situation-là. J'allais être mal, enfin, vraiment, j'allais être très désagréable, j'allais dire parce qu'il est trop con, tu vois. Mais en fait, c'est pas du tout Ouais. qu'il est trop con, tu vois. Ça se comprend ce qu'il veut. Mais, mais quand tu vois son niveau de jeu, quand tu vois la manière avec laquelle les Clippers sont remontés la barre, quand tu vois, voilà, j'ai juste envie de continuer à le voir sur le parquet avec les Clippers. J'ai envie de voir jusqu'où ils peuvent aller. Ça me frustre énormément qu'on ait la sensation qu'il est dans une impasse. En plus, pour les gens qui suivent ça de très très loin, ça va presque donner l'impression que personne ne veut James Harden, tu vois. Ça donne presque une sensation de fin de carrière décevante, alors que qu'est-ce qu'il est fort sur le parquet encore, Harden. Qu'est-ce que ça fait plaisir de le voir jouer depuis le début de la saison. Et je trouve ça super frustrant. En fait, le problème de ces joueurs-là, c'est la taille de leur contrat Bien sûr. et la perspective voilà, que leur carrière se termine très, très prochainement et surtout de te, de te retrouver lié contractuellement à des joueurs qui potentiellement n'auront plus vraiment de valeur. Donner des pics de draft ou des talents en échange, c'est quand même une proposition compliquée aujourd'hui. Non, mais si tu veux, Là, c'est nous, en un fait, joueur où tu sais pas quand est-ce qu'il va te péter entre les doigts et il va tourner à 10 points, 5 passes, quoi. je sais que c'est con ce que je vais dire, parce que je sais très bien que ça marche pas comme ça, je sais qu'on n'est pas à leur place et tout, mais franchement, Harden, t'as bien mangé pendant toute ta carrière, mon gars. T'as eu des contrats de franchise player depuis le jour où t'as quitté OKC. Ça fait 13 ans que t'es payé comme un franchise player. Est-ce que vraiment c'est si important d'aller chercher cette extension au max? Est-ce que vraiment tu peux pas te dire, allez, je vais toucher un peu moins, mais je vais enfin essayer d'aller chercher ce que, contrairement à l'argent, je n'ai jamais eu dans ma carrière, à savoir le titre, tu vois? Je sais pas, moi Ouais. je trouve que ça a un côté super frustrant. Je sais très bien que c'est une réaction c'est une réaction de café du commerce, que c'est une réaction stupide, que ça marche pas comme ça et tout, mais c'est vrai que ça me frustre de voir un mec de cet âge-là jouer aussi bien, risquer en fait de se retrouver dans une situation sportive beaucoup moins intéressante parce que il veut toucher sa dernière prolongation au max, quoi. Alors que vraiment, encore une fois, on est face à un joueur qui a toujours eu des très très gros contrats dans sa carrière. Tu vois, je suis pas sûr qu'à ce stade de sa carrière, ça soit le plus sain de courir encore après l'argent. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et c'est marrant parce qu'il y a pas mal de joueurs qui vont être de plus en plus concernés par ça. Bah bien sûr. LeBron James va être concerné par Bah ça. Là, ouais. on vient d'apprendre que lui et les Lakers étaient d'accord pour faire. Là, c'est confirmé aujourd'hui. J'ai l'impression que l'été prochain, c'est terminé. Ouais, ouais, je crois, ouais. Et lui, il va devoir faire un choix. Est-ce que. Enfin, à quel point parce qu'on dit ouais machin il va terminer à Cleveland, pourquoi pas terminer à Cleveland, mais pour quel Mais pour salaire? combien exactement? Bah oui, non mais c'est Les, ça. les Cavaliers ne peuvent pas faire ils vont pas sortir un chéquier et dire combien tu veux LeBron et ça va bien se passer. Non, ils sont obligés de respecter des règles financières. Il y en a qui sont là maintenant, la dernière lubie c'est de l'envoyer aux Knicks forcément. Quelle surprise. Mais pareil, pour quel prix, comment, pourquoi, quel rôle, je sais pas, je comprends pas en fait tout ça, c'est de la fanfiction, quoi. Mais Alors que si Harden et LeBron n'étaient pas gourmands, ce petit trio là, James Harden, Donovan Mitchell, LeBron James la saison dernière à Cleveland, je suis sûr que t'en rêves. ah, mais complètement. Je pense que ça serait l'équipe dont on parlerait à chaque épisode. Ah, tu m'étonnes, ouais. Terminons ce podcast juste vite fait pour faire un petit clin d'œil à DeAndre Hunter, qui était candidat pour le meilleur sixième homme de l'année la saison passée. Toi et moi, on avait applaudi le transfert qu'il avait fait venir à Cleveland, parce que Cleveland était une des meilleures équipes de la ligue, déjà à ce moment-là, et que tout d'un coup, il se renforçait de manière non négligeable avec ce joueur dont la production était vraiment épatante, même si
moi j'ai toujours eu, comment dire, il a toujours eu un point d'interrogation en termes de sa capacité à rester en bonne santé. C'est un joueur qui est souvent blessé quand même, et dont la carrière est très fluctuante. Et puis cette saison, c'est clairement pas une bonne saison. Là, ils récupèrent donc Dennis Schroeder et Keon Ellis. Les Bulls se sont greffés, donc ils ont viré Jevon Carter. J'ai hâte de voir où Jevon Carter va terminer. J'adore ce joueur. Pour faire de la place pour Dario Saric. Je pense que Dario Saric a fini sa carrière en NBA définitivement. Je pense que c'est terminé pour lui. Je ne comprends pas ce que font les Kings. Je comprends ce que font les Cavaliers. Ils essayent de passer sous la barre parce que Keon Ellis, clairement, ne sera pas maintenu au-delà de la saison prochaine, manifestement. Et les Bulls, pareil. Les Bulls, est-ce qu'ils sont en train enfin de potentiellement pointer du doigt, de pointer le bout du nez vers une reconstruction tant attendue? Je ne sais pas. Bah écoute, ouais, moi je suis un peu soulagé parce que j'avoue, beaucoup d'insiders imaginaient Hunter être tradé aux Lakers et j'étais pas fan de l'idée du tout. T'es sûr que Keon Ellis n'est pas prévu au-delà de cette saison? Parce que moi je trouve quand même qu'il a un profil qui est utile, Keon Ellis. C'est ce que j'ai lu, dans le sens où le but des Cavaliers est justement de libérer de la masse salariale, ce qu'ils font en se séparant du salaire de DeAndre Hunter, puisqu'ils vont couper 7 millions en salaire, et que c'est Sam Veceni, je crois, qui annonce ça, qu'ils vont faire donc entre 45 et 50 millions d'économies en taxes, en luxury tax, en pénalité, et que Keon Ellis, alors sauf si cet été, il y a une renégociation parce qu'ils ont la place de le faire revenir, mais le but, c'est pas de le garder à proprement parler pour l'instant, quoi. Parce que moi, tu vois, je trouverais ça plus cohérent, tu vois, par exemple, de se débarrasser d'autres contrats plus importants. On peut penser à des Lonzo Ball, voire même à des Max Strus. Tu vois, Lonzo Ball est considéré sur bien le sûr. départ. Ils essaient de lui trouver le mec dont ils essaient de se débarrasser à tout prix et qui est peut-être une surprise côté Cleveland, c'est Jarrett Allen. Ils ne veulent plus de Jarrett Allen. Ils essayent de s'en débarrasser. Parce que là, tu vois, s'ils arrivent à repasser sous le second Tapron, ils sont 13 millions au-dessus, il me semble. Je pense que prolonger Keon Ellis la saison prochaine, ça pourrait être une piste. Enfin bon, écoute, on verra. En tout Ça cas, dépendra des contrats qui bien vont être sûr. proposés, tout simplement. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que Keon Ellis, c'était un joueur qui était extrêmement courtisé, parce qu'il a un profil qui est intéressant dans une rotation, qui touche à rien du tout. Je crois qu'il est à 2 millions sur son contrat. Enfin, c'est ridicule. 2 millions 3, ouais. C'est un profil de joueur dont beaucoup d'équipes ont besoin. Franchement, Sacramento, je suis désolé, mais quand t'as un des assets les plus courtisés, le foot dans un deal pour récupérer DeAndre Hunter, dans la situation qui est celle des Kings actuellement, sans récupérer le moindre pic ni quoi que ce soit, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Enfin, je comprends pas. Mais bon, ça fait longtemps que j'ai renoncé à chercher à comprendre ce que fait cette franchise, donc c'est pas très grave. Mais on sait, toi et moi, tant que le propriétaire de cette franchise sera aux commandes et foutra son nez partout, c'est mort. Mais voilà, écoute, l'intérêt des Cavs dans ce trade, il est avant tout économique, tu l'as dit. L'apport de DeAndre Hunter était clairement en deçà des attentes dès la saison dernière, donc je pense que son départ ne va traumatiser personne. Dennis Schroeder, bah tu l'as dit, c'est sa 11e franchise NBA, je crois. Ça peut faire sourire, mais enfin c'est quand même pas simple, surtout quand on a une famille. On s'y est habitué, hein, les joueurs n'ont quasiment jamais leur mot à dire en NBA et ils subissent les décisions des franchises, mais il faut quand même pas oublier tout ce que ça implique pour eux dans leur vie perso. En tout cas, visiblement, Atkinson est ravi de l'avoir récupéré, il vient combler un vrai manque à la création. Bon, Atkinson le connaît très bien, hein, il a pu le voir de près, que ce soit en NBA ou en FIBA, il a eu des mots très élogieux le concernant sur son côté compétiteur, etc., etc. C'est intéressant. Mais bon, en même temps, Atkinson, il avait déjà eu des mots très élogieux pour Lonzo Ball l'été dernier. On voit bien que c'est pas une garantie de succès pour autant. Donc, mais écoute, voilà, moi j'ai juste hâte de voir ce que vont faire les Cavs pour la suite. Est-ce qu'ils vont réussir à passer sous le second Tapron? Est-ce que cette histoire de Garland contre Harden, ça a du sens? Je suis assez curieux, en tout cas. Cleveland est très décevant par rapport à la saison dernière et je trouve ça normal que le front office réagisse. Ouais, complètement. Mais moi, j'ai presque l'impression que on est parti sur. Enfin, je vois pas quelles sont les ambitions de Cleveland dans le contexte actuel où tu es en train de marchander Darius Garland,
où clairement Jarrett Allen, ça fait un moment que ça discute autour de lui, et que là c'est vraiment le moyen ultime pour eux de vraiment descendre en dessous du second apron. Donc, passer la date limite des transferts, si les choses ont, enfin, on verra ce qui a bougé et ce qui n'a pas bougé côté Cleveland. Si ça bouge pas trop, je vois pas comment tu relances la dynamique quoi qu'il arrive, quoi. J'ai l'impression que cette équipe, elle est vouée à se croûter au premier ou au second tour, quoi. Ah, pour À cette moins d'une saison, surprise, hein. Mais ça serait vraiment extrêmement surprenant, de mon point de vue, qu'il y ait une réaction qui les emmène au-delà du second tour, quoi. ah oui, cette saison, moi je pense qu'elle est morte, mais je pense que même eux estiment que la saison est morte. Hein. Je pense que si tu envisages des mouvements de cette ampleur, enfin pas de cette ampleur, mais que tu Non, mais tout envisages à fait, ouais. tous tes mouvements sous le prisme économique, c'est bien que tu considères que sportivement c'est mort. Oui, C'est mort. tu pars sur un reset. Et c'est ça qui m'inquiète sur ce genre de franchise. Tout à l'heure, on parle des Bucks, enfin, tout à l'heure, ça fait un moment qu'on parle des Bucks et de Giannis Antetokounmpo. Et c'est ça qui est craignos quand tu es une équipe comme les Cavaliers. C'est que si tu commences à faire des resets, sans faire un truc un peu clean, quoi, tu vois, un truc qui peut paraître un peu brutal, mais que quand tu n'assainis pas tes finances de façon claire et définitive, des fois avec des moves qui peuvent sembler un peu drastique. Enfin, dans le contexte, enfin, on n'a jamais vu de situation telle que la convention collective, telle qu'elle est bâtie aujourd'hui. Mais j'ai l'impression que dans les données qui sont les leurs aujourd'hui, je vois pas comment tu peux t'en sortir en essayant de tourner autour du pot, en fait. J'ai l'impression que cette nouvelle convention collective te force à, quand ça ne marche pas, t'es obligé de faire un reset brutal, j'ai l'impression. En tout cas, c'est vraiment le sentiment que j'ai, quoi. Bah, en fait, je pense que ça dépend surtout des dépenses que tu as concédées, tu vois. En fait, ça Oui, c'est dépend sûr. de ta situation à l'instant T. Effectivement, quand tu as filé 50 millions à Evan Mobley, 50 millions à Donovan Mitchell, 42 millions à Darius Garland et 30 millions à Jarrett Allen, eh ben, t'es dans une situation qui est plus compliquée que les autres. Ça, c'est sûr et certain. Mais ça, c'était Surtout une... quand tu vois les punitions, enfin, Bah oui, c'est comment ça ça. te bloque de partout. Enfin, Ah je veux oui, mais dire, ça, attends, ça, le gel de tes pics de draft, c'est quand même un truc sacrément handicapant, quoi. bah oui, mais bon, tu vois, ça, c'est des données qu'on connaissait quand même. Tu vois, que tous les Bien joueurs sûr. soient pas au fait de ces éléments-là, je veux bien l'entendre. Par contre, qu'un front office n'ait pas conscience des implications qu'ont les choix qu'ils font, par contre, c'est pas possible, quoi. Ça, j'y crois pas. Je pense pas que les Cavaliers imaginaient que cette saison allait ressembler à ça. Ah Ça, non, non, ça, tu pouvais pas imaginer que la saison allait ressembler à ça. Par contre, en voyant ta masse salariale, tu savais que t'avais pas le droit à l'échec. clairement. Et là, l'échec, on est Ouais, quand même en clairement. plein dedans, quoi. Ouais, t'as tout à fait raison. Ouais. C'est fascinant cette équipe de Cleveland parce que putain, l'an dernier, entre passer de 64 victoires à quelque chose, enfin à une saison qui était vraiment magique, Avec un des à des jeux les play, plus fun. ouais, ouais. Et c'est là où. Enfin, je sais que Ty Jerome, il y a beaucoup de gens qui lui sont tombés sur la tête pendant les playoffs parce qu'il n'a pas été forcément à la hauteur au moment où tu pouvais espérer qu'il continue sur sa lancée de la saison régulière. Mais l'an dernier, il est un des grands artisans de cette équipe, de la dynamique de collective de cette équipe, quoi. Je mets pas tout sur les épaules de Ty Jerome. Il y avait aussi le fait que Darius Garland était en forme, que tout le monde était en pleine possession de ses moyens et que ça jouait magnifiquement bien. Mais voilà, mais quelle chute mémorable pour Cleveland, c'est terrible. Et je suis content, enfin juste pour terminer, parce que ça fait longtemps que j'ai envie juste de citer ça, mais ça m'a fait plaisir de voir Kevin Love l'autre jour parler de la nouvelle convention collective et de pointer du doigt le côté ultra punitif Oui. de cet arrangement. Et notamment, il a pointé du doigt le truc dont on avait déjà parlé, toi et moi, et que moi, qui me tient vraiment à cœur comme dans cette conversation, c'est l'injustice que ça représente de punir une équipe qui se retrouve dans l'incapacité de prolonger les talents qu'ils ont sélectionnés à la draft à cause de cette convention collective. Je pense ça va à l'encontre de ce qu'on devrait pousser les franchises à faire. On devrait pousser les franchises à gérer leur draft et ainsi de suite, et leur permettre d'avoir enfin, un moyen de garder les talents qu'ils ont développés en interne pour justement forcer les franchises à mettre en place des structures pour développer leurs propres talents et du scouting plus pertinent, quoi.
Oui, bah, quand j'ai entendu sa prise de parole, je me suis demandé si c'était pas toi qui lui avais écrit son texte, parce que c'était vraiment exactement les mêmes On est mots que tu avais d'accord. employés. On est C'était très d'accord. drôle, ouais. Eh ben non, ce n'est pas moi, non. J'aimerais bien pouvoir écrire les discours de Kevin Love. Merci, Charlie. Bah, écoute, avec plaisir, et vivement la deadline, hein. Ouais, Qu'on arrête enfin de parler. c'est quoi ton sentiment? Moi, j'ai l'impression que ça va être. J'ai l'impression que ça va être ultra décevant. Je sais pas pourquoi. J'espère me tromper. Moi, j'ai l'impression que Harden va bouger parce que je pense que les Clippers savent très bien que un Harden qui fait la gueule, faut pas le garder dans ton équipe, quoi. Ça peut être vraiment problématique, surtout quand ta situation est en train de s'améliorer. Mais je pense que c'est à peu près tout. Ouais, je pense que Giannis ne bougera pas et je pense que je pense que je pense que c'est tout. On va avoir des mouvements. Tu vois, je pense que des contrats expirants vont bouger. Un mec comme Kobe White va bouger. Mais par contre, il y aura pas, ce sera pas la trade deadline de folie auquel on aurait pu s'attendre ces dernières semaines. Ouais, complètement. Et l'affaire, enfin, le cas de Giannis Antetokounmpo est clairement au cœur de ce truc-là. Aujourd'hui, aucune des franchises. Enfin, c'est mon sentiment, hein. Encore une fois, si je me trompe, tant mieux pour nous tous. On aura un super épisode vendredi prochain, enfin vendredi qui vient. Mais je Non, pense non. pas que les franchises aujourd'hui vont aller faire des coups incroyables s'il y a quelque part une micro-chance de choper Giannis à l'été prochain, quoi. Non, mais c'est ça. Et puis, en fait, il faut pas oublier qu'aujourd'hui, un trade pour un joueur d'une ampleur de Giannis, il faut que ça soit positif pour tout le monde. Et moi, quand j'entends, tu vois, les fans des Warriors qui sont là en train d'établir des scénarios, ouais, on va trader Draymond Green et puis il va pas prendre sa player option et puis il va revenir chez nous l'année prochaine. Les gars, vous prenez vraiment les Bucks pour des pigeons, c'est incroyable. C'est clair. C'est clair. Eh, regarde, je vois encore, tu vois, encore rumeur, Jarrett Allen qui est back, qui est de retour dans les rumeurs. Voilà. Clairement, avec c'est le New York Times qui explique que pour Cleveland, bouger Jarrett Allen est la possibilité d'ouvrir bien d'autres scénarios, soit d'ici la date limite des transferts, soit l'été prochain. Ah ouais. Maintenant, la question, c'est qui veut Jarrett Allen, quoi. Allez, on arrête tout de suite là, ça dure depuis trop longtemps maintenant. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés et on se retrouve donc vendredi pour un bilan de la date limite des transferts. D'ici là, passez une très bonne semaine. À ciao, bye bye.